Bienvenue à Détective éternel. Ce soir, nous rejoignons Miss Marple dans le casse-tête du médaillon de verre. Une mort soudaine, un souvenir brisé et une vérité que personne n'ose dire. Maintenant, versez-vous quelque chose de chaud et laissez le mystère commencer. Le soleil d'été était clément cet après-midi-là, adouci par un voile de nuages qui épargnait la place du village de sa chaleur habituelle. Des chaises pliantes et des tables en osier parsemèrent la pelouse, chargées de scones, de confitures et de petits sandwichs aux concombres. La garden party annuelle de charité, organisée par Lady Hargreaves, était toujours un événement très attendu à St. Mary Mead. Les villageois se rassemblent dans leurs plus beaux atours, échangeant des plaisanteries avec la facilité d'une longue familiarité, même si, sous les parasols de dentelle et les rires polis, coulaient de sourds courants de rivalité, d'envie et de spéculation murmurées. Miss Jane Marple était assise modestement au bord de l'assemblée, ses aiguilles à tricoter cliquetant au rythme de la musique. Pour la plupart, elle n'était qu'une charmante vieille dame, férue de laine et de thé. Mais ceux qui la connaissaient bien ou qui avaient des raisons de craindre sa perspicacité comprenaient que ses yeux bleu pâle derrière ses lunettes ne laissaient passer que peu de choses. Elle l'aimait observer, surtout dans la foule, où le comportement humain se révélait le plus insouciant. Ce jour-là, Eleanor Drake, la nouvelle venue au village, était au centre de toutes les attentions. Grande, élégante, et d'une prestance qui laissait penser qu'elle n'avait pas toujours vécu dans le calme et l'isolement de la vie rurale, Eleanor portait une robe pâle qui semblait scintiller légèrement dans la lumière de l'après-midi. Autour de son cou pendait une délicate chaîne en argent, à laquelle était suspendu un petit médaillon ovale en verre. Il reflétait le soleil tandis qu'elle se penchait en avant, riant à une remarque de la femme du pasteur, et le léger éclat attirait plus d'un regard. Il appartenait à la famille de son défunt mari, murmura madame Bartlett, qui avait la position enviable de servir le thé. Un objet de grande valeur, paraît-il, mais je ne saurais dire pourquoi quelqu'un conserverait un bibelot aussi fragile. Une valeur sentimentale, sans doute, répondit M. Sims en polissant ses lunettes. Du verre, en effet. On pourrait croire qu'un diamant est plus sûr. Miss Marple écoutait sans lever les yeux de son tricot. Ses aiguilles cliquèrent sereinement, mais son esprit se concentrait sur le sujet. La façon dont les doigts d'Eleanor Drake s'attardaient, un peu trop protecteurs, sur le médaillon suggérait plus que du sentiment. Ce n'est que plus tard, lorsque le gramophone entonna sa joyeuse musique et que plusieurs couples se levèrent pour danser sur l'herbe, que la tranquillité de l'après-midi se brisa. Un cri aigu retentit près du treillis de roses, forçant les danseurs à s'arrêter maladroitement. Les villageois se précipitèrent d'armes vers la source, murmurant et tendant le cou. Là, au milieu d'un jonché de pétales tombés, Eleanor Drake gisait affalée sur le sol, la robe déchirée, le visage blême. Et autour de son cou, il n'y avait aucun médaillon. Pendant un bref silence stupéfait, personne ne bougea. Puis vint le cœur croissant des exclamations de Lady Hargreaves, les cris de madame Bartlett, qui craignait des évanouissements, et le vicaire cherchant maladroitement une prière appropriée. Mais le regard de Miss Marple, calme et inflexible, était fixé non pas sur la femme affligée, mais sur la fine chaîne d'argent brisée qui pendait à sa clavicule. Un bijou disparu lors d'une garden party ne suffirait pas, en soi, à la faire serrer plus fort. Mais l'expression d'horreur figée sur le visage d'Eleanor n'était pas celle d'une femme qui venait de perdre un simple bijou. Tandis qu'Eleanor était aidée à se relever, les mains tremblantes, elle murmura quelque chose à personne en particulier, quelque chose que seule Miss Marple semblait entendre. C'est parti, et maintenant, ils le sauront. La garden party se dissipa dans un brouhaha de voix nerveuses et de pas agités. La musique du gramophone s'arrêta brusquement, comme si même l'appareil hésitait à s'immiscer dans le drame. Eleanor Drake avait été conduite vers une chaise à l'ombre du grand orme, où des sels odorants et des exclamations anxieuses disputent son attention. Elle était assise, raide, sa pâleur alarmante sur sa robe pâle, tandis que ses doigts tremblants s'inquiétèrent de la chaîne d'argent brisée autour de son cou. Le médaillon de verre avait disparu. Presque aussitôt, les spéculations commencèrent à se répandre parmi les villageois rassemblés. À St. Mary Mead, les ragots étaient aussi inévitables que le son des cloches du clocher le soir, c'était presque une institution. Lorsqu'Eleanor accepta un verre d'eau du majordome de Lady Hargreaves, 3 versions différentes du vol circulaient déjà parmi la foule. Il avait dû tomber, insista madame Bartlett, qui se sentait le droit d'exprimer son opinion puisqu'elle avait été la première à remarquer l'évanouissement d'Eleanor. Le fermoir était fin, je l'ai vu au premier coup d'œil.
Avec tous ses rires et ses retournements de situation, l'objet allait forcément se briser. Monsieur Sims, polissant à nouveau ses lunettes avec une ferme assurance, secoua la tête. Absurde. Je me tenais à peine à 1 mètre de distance, et je vous assure que la chaîne était intacte. Non, non, Madame Bartlett, elle était coupée, délibérément coupée. Ces petites soirées attirent toujours ceux qui ne peuvent ni résister à la tentation. J'ose dire que c'était la femme Drake elle-même, murmura Madame Price à voix basse, son regard perçant rivé sur la silhouette affligée. On est prêt à tout pour attirer l'attention, un évanouissement, une marque de bibelot manquante, mes mots, ce n'est que du théâtre. La remarque fut accueillie par un halètement scandalisé chez sa compagne, non sans une pointe d'approbation coupable. Après tout, Eleanor Drake était encore une inconnue, et les étrangers étaient souvent sujets à des soupçons, aussi infondés fussent-ils. Miss Marple, assise un peu à l'écart, son tricot sur les genoux, ne semblait pas prêter attention à ses jugements hâtifs. Ses aiguilles s'étaient immobilisées, et elle se contenta de croiser les mains, observant en silence. Elle observa la posture d'Eleanor Drake, trop rigide pour un simple choc, et la façon dont elle évitait le regard de l'assemblée. Mais Miss Marple ne fit aucun commentaire, se contentant d'un murmure poli lorsqu'on lui demanda si elle avait vu quelque chose. C'était, elle l'avait appris depuis longtemps, le meilleur moyen d'encourager les gens à s'exprimer librement. Bientôt, l'inspecteur Cray arriva, appelé en toute hâte du poste de police situé à 2 villages plus loin. Grand et large, à la mâchoire sévère et aux manières vives, il fait immédiatement impression sur l'assemblée. Il traversa la pelouse à grands pas, ôtant son chapeau de sa tête et jetant un regard circulaire avec la méfiance éprouvée d'un habitué des drames ruraux. « Allons, déclara-t-il une fois les présentations faites par Lady Hargreaves troublée. Nous réglerons cette affaire assez rapidement. Un médaillon, n'est-ce pas? Un petit objet facile à égarer. Il finira probablement par se perdre dans l'herbe. » Mais, à ces mots, ses yeux se plissèrent sur Eleanor Drake, dont la pâleur n'avait pas diminué. « Madame, êtes-vous certaine qu'il avait été volé? » « Elle a été prise, répondit-elle d'une voix si douce que l'inspecteur dut se pencher pour l'entendre. Elle n'a pas pu tomber. Quelqu'un me l'a arrachée. Cette déclaration déclencha une nouvelle vague de chuchotements. Miss Marple remarqua le sourire satisfait de Madame Price, la manière dont M. Sims se gonflait comme si sa cause avait été disculpée. L'inspecteur Cray, cependant, était moins enclin à en rester à des spéculations. Il ordonna une fouille minutieuse de la pelouse, chargeant plusieurs hommes de regarder sous les tables, le long des haies, et même dans les plis des serviettes jetées. Le médaillon, cependant, était introuvable. Lady Hargreaves se tordit les mains, protestant contre le scandale que cela allait causer à son parti, tandis que le vicaire tentait de rétablir le calme en murmurant des platitudes. Les enfants furent réduits au silence, et les hommes âgés hochèrent la tête, savourant solennellement le drame. Après tout, c'était la plus grande effervescence que St. Mary Mead ait connue depuis des années. En fin d'après-midi, les villageois avaient commencé à se disperser, souvent par 2 ou par petits groupes, échangeant des théories au passage. Certains étaient convaincus qu'il s'agissait d'un simple voleur, peut-être un domestique ou un égaré. D'autres étaient tout aussi certains que l'affaire était liée à Eleanor Drake elle-même, cette mystérieuse veuve arrivée quelques mois auparavant, et qui semblait porter en elle un air de secret bien gardé. Miss Marple retourna à son cottage impeccable, au bout du chemin, sans la moindre perturbation. Elle déposa son tricot près de son fauteuil préféré et se servit une tasse de thé, son esprit repensant tranquillement aux scènes de l'après-midi. Elle repensa au visage d'Eleanor figé par plus que la surprise. De la peur peut-être. Et la peur, Miss Marple le savait, était rarement liée à de simples bijoux. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installe sur le village et que les commérages s'estompent derrière les rideaux tirés, Miss Marple entre dans son jardin. Elle soignait les roses distraitement, songeuse. Pour d'autres, le médaillon était la pièce maîtresse du drame de la journée. Mais pour Miss Marple, ce n'était que le début, un fil qui se détachait d'une tapisserie bien plus vaste. La nature humaine, songea-elle, est toujours la même, que ce soit dans une grande maison ou sur un chemin de campagne. L'orgueil, l'envie, la cupidité s'infiltrent même dans les paroisses les plus tranquilles. Et même si elle ne le savait pas encore, au moment où le médaillon apparaîtrait, il se trouverait dans des circonstances bien plus sombres que tout ce que les présents avaient pu imaginer. Le lendemain matin, le village s'éveilla dans un murmure inimitable de malaise. Bien que les rosiers fussent encore en fleurs et que les moineaux jacassent encore dans leurs haies, on ne pouvait se méprendre sur la fréquence des mouvements des rideaux,
ni sur la vivacité des conversations, hâtivement interrompues par l'arrivée inattendue d'un bruit à portée de voix. La disparition du médaillon de verre avait coulé comme un caillou dans une mare calme, provoquant des remous de spéculation dans chaque maison, boutique et table de thé de St. Mary Mead. L'inspecteur Cray s'était fermement installé dans le bureau du vicaire, ayant accepté de lui prêter cette pièce tranquille pour la durée de son enquête. Il n'était pas désagréable, mais son air était vif et professionnel, comme s'il regrettait que l'affaire n'ait pas été réglée à la garden party par la découverte d'un bibelot égaré. Maintenant que Eleanor Drake affirmait qu'on l'avait arraché de son cou, l'inspecteur était obligé de le considérer comme un vol, voire plus. En milieu de matinée, un petit cortège de villageois s'était rendu au presbytère pour déposer. La première fut Madame Bartlett, qui prit place avec la solennité d'un témoin à un grand procès. Elle raconta avec force détail le moment précis où elle avait entendu le cri d'Éléanor, agrémentant le récit de fioritures dramatiques. Elle se raidit, inspecteur, raidit, et moi, ayant mes sens aigus, bien sûr, je me précipitai immédiatement à ses côtés. L'inspecteur Cray hocha la tête avec la patience d'un homme habitué aux excès. « Et vous n'avez vu personne à proximité ?»« Personne, admit Madame Bartlett à contre-cœur. Mais on ne s'attend pas à voir un voleur travailler sous son nez, n'est-ce pas ?» Vint ensuite M. Sims, qui affirma n'être qu'à 3 pas de là lorsque l'incident s'était produit. Il déclara avec une grande certitude que la chaîne avait été coupée, mais, pressé, il ne put affirmer avoir vu des ciseaux ou un couteau dans la main de qui que ce soit. Sa certitude reposait moins sur des preuves que sur sa propre suffisance, un fait qui n'échappa pas à Miss Marple, qui l'avait accompagnée au presbytère sous prétexte d'aider aux archives paroissiales. Elle était assise discrètement dans un coin, les mains jointes sereinement, écoutant avec intérêt les contradictions de son récit. Eleanor Drake elle-même fut appelée, bien que sa fragilité fût évidente. Elle entra lentement dans le bureau, comme si elle portait un poids invisible aux yeux des autres. Son visage était pâle, et ses mains se tordaient nerveusement sur ses genoux, tandis qu'elle prononçait sa déclaration. « C'était pris », répéta-t-elle d'une voix ténue. « J'ai senti l'attraction. Ce n'était pas un hasard. » Et maintenant, sa voix s'éteignit, se rattrapant avant de terminer sa phrase. « Et maintenant, Madame Drake ?» insista l'inspecteur Cray. Elle hésita, puis secoua vivement la tête. « Rien. Juste que cela m'était cher, inspecteur. Il fallait le retrouver. » Miss Marple inclina légèrement la tête à ces mots. Ce ne furent-ils pas les mots, mais la façon dont le regard d'Éléanor quitta celui de l'inspecteur qui la frappa. Une femme véritablement privée d'un précieux souvenir regarderait son interlocuteur droit dans les yeux. La honte, la peur ou la culpabilité détournaient souvent le regard. Miss Marple ne dit rien, bien sûr, mais rangea l'affaire avec le soin d'un jardinier plantant des graines dans la terre, sachant qu'elles fermeraient en leur saison. D'autres villageois apportèrent leur contribution. Madame Price suggéra, avec un reniflement désapprobateur, que Eleanor elle-même avait mis en scène l'incident pour susciter la sympathie. La jeune Lucy Barton jura avoir vu une ombre passer près de Eleanor juste avant le cri, sans pouvoir toutefois dire de qui il s'agissait. Le vieux monsieur Lassé marmonnait d'une voix sombre à propos des étrangers et de leurs étranges manières. Chaque voix ajoutait au brouhaha sans apporter de clarté. À la fin de la matinée, l'inspecteur Cray s'adossa à son fauteuil et se frotta le front. Beaucoup de bavardage, et peu de résultats. L'objet a disparu, mais qui prendrait un objet aussi fragile qu'un médaillon en verre? Le mettre en gage, peut-être? Bien que je n'y vois pas grand profit. Sentiment, peut-être, murmura Miss Marple si bas, qu'on aurait pu le prendre pour une vaine rêverie. On serait surpris de voir à quel point les objets curieux sont convoités lorsqu'ils sont liés à des sentiments. L'inspecteur lui lance un regard poli, mais n'insista pas. Pour lui, elle n'était qu'une gentille vieille fille, tricoteuse et malheureusement portée à commenter des sujets qui la dépassent. Pourtant, ses paroles persistèrent, comme souvent. Cet après-midi-là, Miss Marple se promenait dans le village sous prétexte de faire des courses. Chez l'épicier, elle écouta Madame Bartlett répéter son histoire pour la 3e fois, cette fois avec le cri d'Éléanor décrit comme aussi perçant qu'une sirène. À la poste, elle entendit Madame Price insinuer que Éléanor avait des dettes à Londres et que le médaillon avait été volé pour les régler. Chaque version devenait plus élaborée, et chacune, à sa manière, en révélait davantage sur l'auteur que sur l'incident lui-même. De retour à son cottage, Miss Marple s'arrêta devant le portail pour saluer la jeune Lucy Barton, qui s'attardait à proximité, le visage empli d'inquiétude. « Tu as vu quelque chose hier, ma chère ?» dit Miss Marple doucement, attirant la jeune fille contre elle par sa gentillesse. Lucy hésita,
puis hocha la tête. « Ce n'était qu'une ombre, murmura-t-elle, mais elle semblait proche, très proche. » Et puis Madame Drake cria « J'ai cru entendre dire quelque chose, moi aussi. Pas seulement à propos de la disparition du médaillon, mais d'autres choses. Qu'est-ce que c'était, mon enfant ?» Lucie fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Elle dit qu'ils sauront, seulement ça. Puis elle s'évanouit. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Merci, Lucie, tu m'as été d'une grande aide. » Tandis que la jeune fille s'éloigne en sautillant, soulagée de son secret, Miss Marple reste un instant devant son portail. Les mots se répétèrent dans son esprit, ils sauront. Que serait-on précisément si le médaillon était perdu? Il y avait plus ici qu'un simple bibelot, aussi fragile soit-il. La nature humaine, songea Miss Marple, avait tendance à se dissimuler derrière des sourires polis. Mais la vérité, comme les mauvaises herbes dans un jardin, finissait toujours par refaire surface. Le lendemain, l'enquête de l'inspecteur Cray commença à prendre forme, et avec elle s'est inéluctablement affinée la suspicion. C'était la manière naturelle dont l'enquête officielle désignait un coupable, et les coupables étaient plus facilement trouvés parmi ceux qui étaient les moins capables de se défendre. Dans un village comme St. Mary Mead, où chaque visage était connu et chaque course notée, les étrangers attiraient l'attention et la suspicion avant même que la moindre preuve ne soit apportée. L'inconnu en question était un jeune jardinier du nom de Thomas Briggs. Il avait récemment été embauché pour entretenir les jardins de plusieurs maisons, dont celui de Lady Hargreaves. Jeune, homme nerveux à la tignasse indisciplinée et à l'esprit réservé, Thomas avait été aperçu en train de travailler près du treillis de rosiers le jour de la garden party. Pour certains, cela suffisait. « Je l'ai remarqué moi-même », déclara Madame Bartlett lorsqu'on la somma de nouveau de faire ses observations. Il flânait près du treillis, oui, en effet. Un jardinier, inspecteur, mais oisif à cet instant, et ses yeux étaient nés fixés sur Madame Drake. Pas naturel, dis-je aussitôt. Madame Price, elle aussi, était impatiente de témoigner. Je ne lui ai jamais fait confiance. Il a l'air d'un garçon trop habile de ses mains. Croyez-moi, si le médaillon a été volé, il avait raison. Tout le monde sait que ces types-là mettent tout ce qu'ils peuvent en gage pour boire. Interrogée, Eleanor Drake se contenta d'un vague hochement de tête. Elle prétendit n'avoir rien remarqué, mais son malaise s'accentua visiblement à l'évocation du jardinier. Cette réaction n'échappa pas à l'inspecteur Cray, qui tapota son carnet avec son crayon, l'air d'un homme satisfait d'avoir enfin trouvé son fils. Dans l'après-midi, Thomas Briggs est convoqué au presbytère. Il arriva, les bottes couvertes de boue et le regard perplexe, protestant d'emblée qu'il n'était au courant de rien. « Je taillais la haie au fond », insista-t-il, se balançant d'un pied sur l'autre sous le regard de l'inspecteur. « Je n'ai pas approché Madame Drake. Je ne l'ai même pas vue avant qu'elle ne crie. Pourquoi voudrais-je son médaillon ?» L'inspecteur Cray insista, soulignant qu'il avait été observé près du treillis. Thomas rougit, bégaya et secoua la tête avec l'indignation maladroite de la jeunesse. « Je n'étais pas près du treillis à ce moment-là. Peut-être plus tôt, oui, mais seulement pour aller chercher des outils. Je ne toucherai pas à son bibelot, pas moi. » Aux yeux de l'inspecteur, les esquives du jeune homme sonnaient comme de la culpabilité. Aux yeux de Miss Marple, qui l'écoutait depuis son coin tranquille, elles ressemblaient davantage à de la peur, une peur née non pas du vol, mais d'une fausse accusation. Elle avait déjà vu la même expression sur le visage de villageois surpris, en flagrant délit d'intrusion dans un verger, ou accusés d'avoir brisé des vitres qu'ils n'avaient jamais touchées. La culpabilité portait le poids de l'innocence, et lorsqu'on était acculé, elle était elle-même source de panique. Pourtant, l'opinion du village évolua rapidement. Le soir venu, la receveuse confia à ses clients que Thomas Briggs était pratiquement arrêté, tandis que Madame Bartlett déplorait bruyamment que la soirée de Lady Hargreaves resterait à jamais dans les mémoires pour ce scandale. Même le vicaire, bien que se gardant bien de juger à haute voix, remarqua que la tentation frappait souvent les jeunes avec plus de violence. Que Thomas n'ait aucune famille importante, aucun protecteur pour garantir sa réputation, ne fait qu'accentuer les murmures dits à son encontre. Miss Marple retourna à son cottage ce soir-là, l'esprit troublé. Elle était assise près de sa lampe, tricotant, même si les aiguilles avancent plus lentement que d'habitude. Un pauvre garçon, nouveau venu au village, sans personne pour le défendre, c'était un modèle familier, pratique, trop pratique. Elle repensa aux mots d'Eleanor Drake. C'est fini, et maintenant, ils sauront. Thomas Briggs avait-il sa place dans ce mystère, ou n'était-il qu'un bouc émissaire pour les peurs des autres? Le lendemain matin, Miss Marple ne manqua pas de passer devant le cottage où logeait Thomas.
Sa propriétaire, Madame Turner, étendait le linge dans le petit jardin, l'air inquiet. À la douce question de Miss Marple, elle lança un flot de paroles inquiètes. « C'est un brave garçon, Miss Marple, vraiment. Il paie son loyer correctement et ne me cause jamais d'ennui. Mais ils vont le ruiner avec de telles paroles. Il est terrifié. »« A-t-il déjà parlé de Madame Drake ?» demanda doucement Miss Marple en accrochant un mouchoir égaré au fil d'un doigt adroit. Madame Turner secoua la tête. Jamais. Une seule fois, il avait dit qu'elle semblait triste. Mais ce n'est pas un crime, n'est-ce pas? Oh, Miss Marple, s'il l'enferme, ce sera la fin de sa vie. Miss Marple réconforta la femme et poursuivit son chemin, ses pensées se tissant plus serrées que la laine de son panier. Elle n'avait aucune preuve tangible, mais au fond d'elle-même, elle savait que Thomas Briggs n'était pas la clé du puzzle. Il n'était qu'une pièce qui ne collait pas au tableau, malgré tous les efforts qu'on lui faisait pour l'y intégrer. Ce soir-là, l'inspecteur Cray annonça qu'il envisageait de porter plainte contre le jeune jardinier. Son ton ferme laissait entendre que l'affaire touchait à sa fin, même s'il admit en privé qu'aucun médaillon n'avait encore été retrouvé. « On le retrouvera avec le temps, » dit-il d'un ton bourru. « C'est toujours pareil. » Miss Marple, cependant, savait que ce n'était pas toujours le cas. Les choses ne se passaient pas toujours comme prévu, sauf si quelqu'un le voulait. Et si le médaillon restait caché, ce n'était pas parce qu'un garçon effrayé l'avait empoché par cupidité, mais parce qu'il était caché pour des raisons que personne d'autre ne comprenait encore. En éteignant sa lampe ce soir-là, Miss Marple ressentit un frisson malgré la douceur estivale. La nature humaine se contente rarement du vol. Lorsque les secrets étaient menacés, les mesures prises pour les protéger devenaient souvent plus obscures, et elle craignait que le village n'ait pas encore connu le pire de cette affaire. Le village parut étrangement déprimé les jours suivants, comme si l'atmosphère même était chargée d'attente. Chacun attendait que l'inspecteur déclare l'affaire résolue, mais aucune solution ne vint. Le médaillon manquait toujours, et le sentiment inquiétant que quelque chose de plus grand se cachait derrière sa disparition grandissait à chaque murmure dans les ruelles. Thomas Briggs continuait de clamer son innocence, mais le murmure de la culpabilité le tenaillait comme une poussière. Même ceux qui étaient enclins à la gentillesse parlaient de lui à voix basse, leur sympathie atténuée par le désir naturel de se distancier du scandale. Eleanor Drake, quant à elle, s'était presque entièrement retirée. Les rideaux de son cottage étaient retirés à des heures indues, et on ne la voyait que rarement, sa silhouette descendant rapidement la rue, la tête penchée. Miss Marple remarquait ces choses sans en avoir l'air. Elle rendait ses visites habituelles, apportant un pot de confiture à Madame Bartlett, s'enquérant des rhumatismes de Madame Price ou s'arrêtant pour admirer les dahlias du vicaire. Pendant tout ce temps, ses yeux et ses oreilles capturent des fragments que d'autres ignorent. C'est lors d'une de ces visites, alors qu'elle prenait du thé avec Madame Bartlett, qu'elle aperçut quelque chose d'étrange. Madame Bartlett, impatiente comme toujours de revivre l'effervescence de la garden party, sortit de son buffet un mouchoir qu'elle prétendait avoir été laissé tomber dans le tumulte. « Je l'ai trouvé moi-même, posé juste à côté du treillis de rosiers, » annonça-t-elle fièrement. Personne ne l'a réclamé, et j'ai interrogé la moitié du village. Un indice, non. Le mouchoir était en lin fin, délicatement brodé sur le bord de l'initiale E. Madame Bartlett insista sur le fait que cela désignait Eleanor Drake, tout en admettant qu'il était curieux que cette femme ne l'ait pas demandé. Peut-être a-t-elle honte de l'avoir perdue, suggéra-t-elle. Ou peut-être l'a-t-elle laissé tomber volontairement. On ne sait jamais. Miss Marple, prenant délicatement le chiffon entre ses doigts, remarqua quelque chose que Madame Bartlett avait négligé. Il y avait une légère trace sur le bord, non pas de terre ou d'herbe, mais de rouge. Le rouge en soi était banal, beaucoup de dames en faisaient usage, certaines moins ouvertement que d'autres. Mais Miss Marple avait remarqué que Eleanor Drake, malgré son élégance, se fardait rarement les joues. Sa pâleur semblait naturelle, et le jour de la fête, elle n'avait porté aucune couleur de ce genre. Elle ne dit rien, se contentant de complimenter la qualité du linge et de rendre le mouchoir avec un sourire serein. Mais ses pensées se tournèrent vers l'intérieur. Un mouchoir aux initiales d'Eleanor trouvé près de la Seine, taché de rouge, car Eleanor elle-même ne portait pas de tels objets, désignait souvent non pas le propriétaire évident, mais la personne qui souhaitait qu'il le paraisse. Ce soir-là, alors que Miss Marple faisait sa promenade habituelle devant le cottage d'Eleanor Drake, elle remarqua un détail révélateur. Une fenêtre à l'étage était légèrement entr'ouverte, et sur le rebord reposait une assiette creuse dont le bord était taché de poudre rose, peut-être les restes d'un pot de maquillage ouvert négligemment.
Eleanor elle-même passa à l'intérieur, s'agitant nonchalamment, la main sur le front, comme si elle était lasse. C'était peut-être une coïncidence. Pourtant, l'esprit de Miss Marple, toujours prudent, remarqua la contradiction. Une femme qui ne portait pas de rouge en avait sur le rebord de sa fenêtre, et un mouchoir à ses initiales portait du rouge à la fête. L'explication la plus simple était souvent la plus juste. Le mouchoir avait été utilisé non par Eleanor, mais par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui souhaitait le faire passer pour le sien. Mais pourquoi? Pour éloigner les soupçons ou pour embrouiller Eleanor plus profondément. Le lendemain, l'inspecteur Cray convoqua Miss Marple sous couvert de courtoisie. Il respectait sa position au village, même s'il considérait son intérêt avec une certaine indulgence. « Nous avons presque réglé la question », lui annonça-t-il. « Le garçon, Briggs, est le candidat le plus probable. Aucun alibi digne de ce nom, et ses semblables sont toujours tentés par les bibelots. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous découvrions le médaillon qu'il garde. » Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement sur ses genoux. « Peut-être, » dit-elle doucement. « Mais je me demande, inspecteur, si vous avez réfléchi à l'affaire du mouchoir. » Cray fronça les sourcils. « Le mouchoir ? Bartlett me l'a montré. Celui de Madame Drake, sans doute. »« Peut-être, » répéta Miss Marple. « Il me semble étrange qu'une dame porte un mouchoir à ses initiales si elle ne porte que rarement du rouge. Et pourtant, il y avait du rouge dessus. Une petite chose, certes, mais on constate souvent que ce sont les petits détails qui comptent. » L'inspecteur grogna, peu convaincu, retourna à ses notes. Mais Miss Marple, avec sa discrète insistance, laissa l'idée germer. Il arrivait souvent que les hommes d'autorité rejettent mal ses paroles, même s'ils s'en souviennent plus tard. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon, la lumière de la lampe projetant de douces ombres sur ses étagères bien rangées de livres et de photos. Elle examinait le déroulement des événements comme on examine les coutures d'un vêtement. Un cri faible, un maillon manquant, un mouchoir trop commode, du rouge là où il ne devrait pas y en avoir. Elle n'avait pas encore une vue d'ensemble, mais elle en devinait les contours. La peur se lisait dans les yeux d'Eleanor Drake, et la peur était rarement causée par un vol seul. Derrière sa fenêtre, le village prenait son rythme nocturne, rideaux tirés, lampes éteintes une à une. Mais Miss Marple savait que sous ces façades impeccables, des secrets s'agitaient sans cesse, et l'énigme du médaillon de verre était loin d'être terminée. Elle soupçonnait même qu'elle ne faisait que commencer. Alors que juillet s'écoulait, l'affaire du médaillon refusait de s'estomper. Au contraire, elle semblait s'étendre au village comme du lierre accroché à un vieux mur, s'immisçant dans chaque conversation et s'infiltrant dans les courses les plus banales. À présent, presque tout le monde avait sa théorie, et chaque théorie en disait plus sur le théoricien que sur le crime lui-même. Pourtant, sous les bavardages, quelque chose de plus sombre éveilla le soupçon que la disparition du médaillon n'était pas liée à un simple vol, mais à des faits longtemps cachés. Le comportement d'Eleanor Drake alimentait ce malaise. Elle restait renfermée, évitant la place du village, n'ouvrant sa porte qu'après une longue hésitation. Ceux qui l'apercevaient jurent qu'elle paraissait de plus en plus pâle. Madame Bartlett, avec son sens aigu du drame, déclarait que Eleanor dépérissait sous le poids de sa culpabilité. Madame Price, quant à elle, insistait sur le fait que la femme n'était pas coupable, mais hantée par un passé révolu, dit-elle d'un ton sombre, mais laissait à l'imagination ce que cette passé pouvait bien être. Miss Marple, écoutant les deux femmes avec sa sérénité habituelle, examina les signes les plus subtils. Eleanor semblait effectivement troublée, mais ce n'était pas la culpabilité du vol que Miss Marple lisait sur son visage, c'était la peur d'être démasquée. Et cette dénonciation, Miss Marple le savait, pouvait prendre de multiples formes financières, morales ou profondément personnelles. L'inspecteur, bien que toujours convaincu de la culpabilité de Thomas Briggs, fut mis à rude épreuve par les murmures des villageois. Il interpella directement Eleanor, déterminé à obtenir d'elle une déclaration plus claire. Miss Marple, qui lui présente ses respects avec un pot de confiture de prunes, fut discrètement conduite sur une chaise et autorisée à observer. « Madame Drake, dit fermement l'inspecteur Cray, si vous connaissez une raison quelconque pour laquelle quelqu'un pourrait vouloir vous faire du mal ou s'emparer de ce médaillon, vous devez me le dire. Les secrets ne servent à rien dans ces affaires. » Eleanor tressaille au mot « secret ». Ses mains se tordirent sur ses genoux et son regard se porta vers la cheminée, où une petite photographie était encadrée d'argent. Elle représentait un homme au visage sévère, d'âge mûr, dont les yeux semblaient observer la pièce même dans le silence. Miss Marple, avec son attention discrète aux détails, remarqua le mouvement subtil d'Eleanor qui tournait légèrement le cadre, comme pour le dissimuler. « Je ne connais personne, » répondit Eleanor après un long silence.
Le médaillon n'avait qu'une valeur sentimentale. Il n'y a rien de plus à ajouter. L'inspecteur Cray fronça les sourcils. « En êtes-vous certain ?»« Oui, murmura-t-elle, même si sa voix tremblait. Miss Marple lissa le pli de sa robe, l'air doux. « Le sentiment est une chose curieuse, Madame Drake. Parfois, il nous lie à ceux que nous préférerions oublier. Mais peut-être avez-vous raison, et ce n'est rien du tout. » La remarque fut formulée avec une telle douceur qu'on aurait pu la prendre pour un bavardage, mais Eleanor perdit encore plus ses couleurs. Elle se leva brusquement, s'excusant pour aller chercher du thé, laissant l'inspecteur irrité et Miss Marple silencieusement pensive. Plus tard dans la semaine, un autre incident vint encore troubler la situation. Madame Price, qui ne laissait jamais une affaire en suspens, affronta la jeune Lucy Barton devant le bureau de poste. Lucy, troublée et nerveuse, avait visiblement caché quelque chose. Pressée par la langue acerbe de Madame Price, la jeune fille fondit en larmes et s'enfuit. Mademoiselle Marple, qui se trouvait à proximité, la guida jusqu'à un banc sous les tilleuls et la cajola doucement. Entre deux sanglots, Lucy avoua avoir vu Eleanor parler avec véhémence à un homme près du cimetière un soir, peu avant la garden party. « Je n'en ai parlé à personne, » murmura Lucy. « Je pensais que c'était privé. Mais maintenant, ça me paraît important. Il n'était pas du village, j'en suis sûr. Grand, brun, avec une cicatrice sur la joue. » Elle semblait effrayée, Miss Marple, vraiment effrayée. Miss Marple réconforta l'enfant, lui assurant qu'elle avait bien agi. Mais dans son esprit, un nouveau fil venait de s'ajouter à la tapisserie. Un inconnu, une dispute et un médaillon plus lourd de sens qu'une simple émotion révélèrent un passé que Eleanor cherchait désespérément à dissimuler. La révélation se répandit rapidement, car le secret de Lucy n'était pas de ceux qu'elle pourrait garder longtemps. Dès le lendemain, tout St. Mary Mead bourdonnait de spéculations au sujet du mystérieux visiteur d'Eleanor. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'un ancien amant, d'autres chuchotaient des dettes, du chantage, ou pire encore. Madame Bartlett affirme avoir aperçu une silhouette correspondant à sa description rôder près de la gare quelques semaines auparavant. Mais nul ne savait s'il s'agissait d'un souvenir ou d'une invention. Pendant ce temps, Thomas Briggs s'agitait de plus en plus, les soupçons s'accumulant sur lui. Il confronte Madame Price dans la ruelle, exigeant qu'elle cesse de répandre des rumeurs à son sujet. La dispute s'enflamma et les voix s'élevèrent, attirant un petit attroupement. L'inspecteur Cray, appelé par hasard, intervint brusquement et menace Thomas d'arrestation pour trouble à l'ordre public. Le garçon s'éloigna en grommelant amèrement au sujet de l'injustice, les poings serrés. Pour beaucoup, cet acte confirma sa culpabilité. Pour mademoiselle Marple, il ne fait que confirmer son désespoir. Ce soir-là, Miss Marple reçoit une visite inattendue. C'était Madame Turner, la logeuse de Thomas, les yeux rougis par les larmes. « Ils vont le ruiner, Miss Marple, » supplia-t-elle. « Ce n'est pas un voleur, je vous le jure, mais s'il persiste, il finira par commettre un crime. S'il vous plaît, ne pouvez-vous rien faire ?» Miss Marple posa une main réconfortante sur la sienne. « On peut toujours faire quelque chose, ma chère. La vérité a une façon de se révéler, si on l'observe attentivement. Et j'ai découvert que la vérité, telle une rose, fleurit au bon moment. » Tandis que Madame Turner partait, rassurée quoique toujours inquiète, Miss Marple retourna à son tricot, ses pensées tournant autour du motif qu'elle avait commencé à discerner. Le médaillon, le mouchoir, le rouge à joues, le visiteur mystérieux, chacun était une pièce d'un puzzle inachevé. Mais elle sentait la forme se dessiner, telle la silhouette floue d'une silhouette sous un voile. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre à la rue paisible du village. Derrière ces façades silencieuses, les esprits s'échauffaient, les secrets s'envenimaient et les soupçons grandissaient. Miss Marple savait pertinemment que, lorsque de telles pressions s'accumulaient, elles se résumaient rarement à de simples ragots. Déjà, elle craignait que l'affaire du médaillon ne se transforme inexorablement en quelque chose de plus dangereux, qui briserait la paix fragile de St. Mary Mead. L'orage éclata un mercredi soir. C'était une de ces journées lourdes et sans air, où même les moineaux semblaient trop fatigués pour chanter, et où le village languissait dans un silence inquiétant. De sombres nuages s'amoncellent au crépuscule, et une averse soudaine balaya les chaumières, tambourinant sur les toits et forçant les villageois à rentrer chez eux. Miss Marple, assise à la lumière de sa lampe, son tricot à la main, ressentait le changement d'air comme plus qu'une simple question de météo. Les tensions, comme les orages, s'accumulent doucement jusqu'à éclater. Le lendemain matin, St. Mary Mead reçut à son réveil une nouvelle bien plus grave que la perte d'un médaillon. Thomas Briggs avait été retrouvé inconscient dans la ruelle derrière le bureau de poste,
la tête ensanglantée et les vêtements trempés par la pluie. Il avait survécu, quoique de justesse, et avait été transporté chez le médecin pour des soins d'urgence. Cette découverte bouleverse le village, et les rumeurs, déjà vives, débordèrent. Était-ce un accident ou une tentative de le faire taire? L'inspecteur Cray s'empressa de déclarer que le garçon avait probablement été agressé. Un vol, peut-être, expliqua-t-il à l'assemblée sur la place. Mais il se peut que quelqu'un ait cherché à calmer ses protestations. Il avait suffisamment d'ennemis, avec son tempérament. Pourtant, même lui ne parvenait pas à dissimuler son malaise, car la disparition d'un bibelot était une chose, une agression violente en était une autre. Madame Bartlett se tordit les mains et déclara que le fait que ses complices s'en soient pris à lui prouvait la culpabilité de Thomas. Madame Price insista sur le fait que c'était la preuve que quelqu'un d'autre craignait les révélations de Thomas. Le vicaire murmura que le péché engendre le péché et que le diable se répandait dès lors que la vérité était cachée. Chaque foyer bourdonnait de sa propre version, plus sombre que la précédente. Miss Marple rend visite au docteur Hayward cet après-midi-là, apportant un pot de bouillon sous couvert de gentillesse. Elle trouva Thomas pâle et fiévreux dans la petite chambre d'amis, un bandage autour du front. Il remua à son entrée, d'une voix faible mais pressante. « Je n'ai rien fait, Miss Marple, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais touché à son médaillon. »« Je sais, mon cher, dit-elle doucement en lisant la couverture. Mais peut-être as-tu vu autre chose ce jour-là? Quelque chose que tu n'as pas compris ?» Il fronça les sourcils. Il y avait quelqu'un près de la haie, pas l'un de nous, un homme, grand, avec une cicatrice sur la joue. Je l'ai vu s'éloigner quand elle a crié, même si je l'avais imaginé jusqu'à maintenant. Miss Marple hocha lentement la tête, ses soupçons confirmés. Lucy Barton avait parlé du même homme. Ce personnage n'était pas une invention du village, il était réel. Et s'il s'était attardé près d'Elénore, le médaillon manquant, et les mots qu'elle murmurait, ils sauront, prenaient alors une signification bien plus grave. Quittant la maison du médecin, Miss Marple s'engagea dans l'allée, son esprit rassemblant les fragments. Un mouchoir trop commode, un voyou qui n'avait rien à faire, une photographie discrètement détournée, un inconnu balafré, et maintenant un garçon abattu. Le motif n'était plus ténu, il était audacieux, pour peu qu'on ait les yeux pour voir. Ce soir-là, une autre révélation parcourt le village. Madame Price, fouillant dans son abri de jardin à la recherche d'une truelle égarée, tomba sur un objet à moitié enfoui dans la terre près de sa haie. Il s'agissait du médaillon taché de boue, sa chaîne brisée, le verre délicat fissuré à sa surface. La découverte souleva un nouveau tollé, et la moitié du village se rassembla pour l'examiner à la lueur d'une lanterne, comme s'il s'agissait d'une relique d'un champ de bataille. L'inspecteur Cray s'empare de la trouvaille avec satisfaction. Et voilà, preuve suffisante, le garçon a dû la cacher ici avant d'être arrêté. Il serait insensé de ne pas la jeter plus loin. Ceci clôturera l'affaire. Mais Miss Marple, observant l'objet qui brillait faiblement à la lumière de la lampe, n'était pas convaincue. Elle remarqua que la terre était humide et collante, et non sèche comme elle l'aurait été s'il était resté là depuis le jour de la fête. Il avait été placé là très récemment. À ses yeux, le médaillon avait été planté. Elle ne dit rien à voix haute, murmura simplement. « Quelle chance, Madame Price, que vous l'ayez découvert juste là !» et regarda la femme rougir, mêlée de fierté et de malaise. Les découvertes heureuses, Miss Marple le savait, étaient rares. Elles étaient arrangées pour détourner les soupçons. Mais de qui? Et pourquoi? Ce soir-là, alors que le village fermait à nouveau ses volets, Miss Marple était assise tranquillement à son bureau. Elle sortit d'un tiroir un vieux carnet où elle griffonna parfois des pensées de sa main soignée. Elle en énuméra les détails en voyant la peur d'Elénore Drake, l'homme balafré, la disparition du médaillon, le mouchoir au rouge, l'agression de Thomas Briggs, et maintenant, la découverte soudaine et opportune du médaillon. Elle referma le carnet d'un claquement léger. La nature humaine, songea-elle, était toujours prévisible. Quand on craignait d'être démasqué, on mentait. Quand on mentait, on se désespérait. Et le désespoir était mère d'imprudence. Quelque part, parmi ses voisins, quelqu'un avait agi avec imprudence. Et l'imprudence, d'après la longue expérience de Miss Marple, laisse toujours des traces. Elle souffla sa lampe et alla se coucher, non sans avoir jeté un dernier coup d'œil par la fenêtre aux chaumières sombres et endormies de St. Mary Mead. Des secrets s'agitaient encore dans l'ombre, et elle craignait que le retour du médaillon ne soit pas la fin de l'affaire, mais seulement le prélude à quelque chose de pire. La restitution du médaillon, au lieu de régler les choses, ne fait qu'aggraver l'agitation du village. L'inspecteur Cray, enfin satisfait, porta plainte contre Thomas Briggs,
bien que le garçon fût encore trop faible aux soins du docteur Hayward pour se défendre. Pour beaucoup, l'affaire était close. Mais pour Miss Marple, la netteté de la conclusion était en elle-même le défaut. Les crimes, comme les mauvaises herbes, se résolvent rarement aussi facilement. Quand les apparences semblaient trop commodes, la vérité se cachait généralement derrière. Elle résolut donc d'agir à sa manière, non par la confrontation qui réussissait rarement, mais par une épreuve silencieuse de la nature humaine. Miss Marple était convaincue depuis longtemps que le moyen le plus sûr de découvrir la vérité n'était pas la force, mais l'observation, créant ainsi une situation où les individus se révèlent par instinct, trahissant d'un regard ou d'un geste ce qu'ils n'avoueront jamais à voix haute. L'occasion se présente lors de la réunion du comité de charité de Lady Hargreaves, réorganisée à la hâte après le scandale de sa fête. Cette fois, la réunion était plus restreinte, tenue dans son salon, avec thé et génoise offerts dans un esprit de normalité forcée. La plupart des visages familiers étaient à présent Madame Bartlett, impatiente de raconter son histoire une fois de plus, Madame Price, Eleanor Drake, au regard perçant et critique, pâle et réservé, bien que sa présence ait suscité un frémissement de curiosité et suscité l'intérêt de plusieurs autres dames de la paroisse. Mademoiselle Marple était présente, comme toujours, avec son panier à tricot à ses côtés. La conversation, bien qu'apparemment consacrée au fond pour le toit de l'école du dimanche, remonta inévitablement au médaillon. Madame Bartlett, incapable de se retenir, exigea de le revoir. L'inspecteur Cray l'avait rendu provisoirement à Eleanor Drake, qui, sur les instances des autres, le retira à contre-cœur de son réticule. La chaîne avait été réparée, bien que le verre délicat présentât une fissure visible sur l'ovale. Le silence retomba dans la pièce, tandis que le médaillon brillait faiblement dans la lumière de l'après-midi. C'est alors que Miss Marple commença son expérience silencieuse. Elle se pencha en avant, observa l'objet avec une curiosité subtile et dit de sa voix douce, presque hésitante, « Quelle chose curieuse n'est-ce pas, si fragile et pourtant d'une telle importance. On se demande ce qu'elle était censée cacher. J'ose dire que si on l'ouvrait maintenant, devant nous tous, son secret serait évident. » La suggestion fit sensation. Madame Bartlett haleta. Madame Price renifla d'un air désapprobateur, et les autres se penchèrent en avant, impatientes. Eleanor Drake se figea, serrant le médaillon dans sa main. Elle laissa échapper un petit rire nerveux. « Tiens, Miss Marple, il ne contient qu'une petite photographie. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. »« bien sûr, dit Miss Marple d'un ton apaisant, même si elle remarqua le tremblement dans la voix d'Eleanor. Mais comme il serait intéressant de voir quelle photo est si précieuse, surtout quand on sait que les photos en disent parfois plus que ne le souhaiterait leur propriétaire. Son regard, bien que doux, parcourut les visages présents. Les réponses étaient révélatrices. Madame Bartlett se pencha avec empressement, la curiosité piquée. Madame Price pinça les lèvres, scandalisée par l'inconvenance. Lady Hargreaves parut légèrement amusée, mais Eleanor Drake recula brusquement, serrant le médaillon comme un bouclier. Le plus révélateur fut l'expression fugace qui traversa son visage. Non pas simplement de la peur, mais de l'effroi. Le genre d'effroi propre au secret trop longtemps enfoui. Miss Marple laissa passer l'instant, reprenant son tricot comme si la suggestion n'avait été qu'un bavardage. Mais elle avait perçu ce dont elle avait besoin, la terreur instinctive d'Eleanor à l'idée d'être exposée. Miss Marple savait que la peur mentait rarement. Plus tard, à la fin de la réunion, Miss Marple s'attarda sous prétexte de ramasser ses aiguilles. Elle s'approcha d'Eleanor avec douceur, avec la même indifférence qu'une tante bienveillante. « Quel joli médaillon, ma chère! J'imagine qu'il appartenait à la famille de votre mari ?»« Oui, répondit rapidement Eleanor. « À sa famille. Il m'a été légué après sa mort. » Miss Marple sourit gentiment. C'était si réconfortant de conserver de tels souvenirs. Je me souviens d'une amie qui emportait partout la montre de son défunt mari. Elle n'avait aucune valeur, mais pour elle, elle était précieuse. Et pourtant, lorsqu'elle craignait que son passé ne soit révélé, cette petite montre devenait un fardeau plus lourd que n'importe quelle chaîne. Elle marque une pause, observant le visage blême d'Eleanor. « Il faut faire attention, Madame Drake, que le sentiment ne donne pas aux autres le pouvoir de nous faire du mal. » Les lèvres d'Eleanor s'entr'ouvrirent, comme pour répondre, mais aucun mot ne sort. Elle se détourna vivement, s'excusant avec une agitation visible. Miss Marple ne la poursuivit pas. C'était suffisant. Cette réaction confirma ce que son instinct lui avait déjà dit. Le médaillon était plus qu'un simple bijou. C'était une preuve. De quoi elle ne l'avait pas encore découvert, mais il était lié à l'inconnu à la cicatrice,
Elle en était de plus en plus certaine. Ce soir-là, Miss Marple prit le thé avec la femme du vicaire, Madame Clement, dont le calme et le bon sens l'aidèrent souvent à réfléchir. Elle parla de broutilles, de roses et de recettes, mais dans son esprit, l'image se précisait. Quelqu'un avait attaqué Thomas Briggs pour le faire taire. Quelqu'un avait planté le médaillon dans le jardin de Madame Price pour tromper l'inspecteur. Et quelqu'un, Eleanor elle-même, ou peut-être un autre, craignait désespérément que le contenu du médaillon ne soit révélé. Miss Marple contemplait le ciel crépusculaire par la fenêtre du presbytère. Elle avait posé son test, et la réaction avait été aussi révélatrice qu'une confession. Mais il restait une part de mystère, une vérité qu'il fallait révéler au grand jour. Et elle craignait que la vérité ne se révèle qu'à l'issue d'un ultime et dangereux mouvement. Les jours qui suivirent la réunion du comité furent emplis d'un silence pesant, de celui qui enveloppa un village tel un épais brouillard. L'incident du médaillon avait cessé d'être un simple commérage, il était devenu une ombre, assombrissant chaque conversation ordinaire, perturbant le rythme de la vie quotidienne. Les enfants étaient réduits au silence lorsqu'ils posèrent des questions, et les adultes parlèrent sur un ton réservé, comme si même les haies pouvaient les entendre. L'inspecteur Cray, toujours fermement convaincu que Thomas Briggs était le coupable, s'apprêtait à finaliser son accusation. Le médaillon avait été retrouvé, le garçon avait été surpris en train de se disputer, et aux yeux de l'inspecteur, l'affaire était parfaitement réglée. Pourtant, même lui semblait perturbé par le déclin continu d'Eleanor Drake. Elle s'était halitement installée, disaient-ils les voisins, et sa femme de chambre laissait entendre qu'elle passait des nuits blanches à faire les 100 pas. Il régnait dans sa chaumière une atmosphère de terreur inexprimée. Pendant ce temps, Miss Marple parcourait le village aussi discrètement que d'habitude, son tricot sous le bras, ses questions si douces qu'on les prenait pour des plaisanteries. Mais derrière ce regard bienveillant, elle avait mis son plan à exécution. Les fragments étincelèrent l'étranger balafré, le mouchoir taché de rouge, la découverte opportune du médaillon, l'agression contre Thomas. Chaque pièce avait sa place. Il ne restait plus qu'à les aligner et à voir comment les personnes impliquées réagiraient lorsque les fils seraient réunis. L'occasion se présenta lorsque l'inspecteur Cray, lassé peut-être de ses discrètes interjections, accepta la suggestion de Miss Marple d'organiser une petite réunion au presbytère. Après tout, dit-elle d'un ton doux, l'affaire avait suscité tant de désagréments dans la paroisse. Peut-être qu'en réunissant les personnes les plus concernées, dans un esprit de clarté, nous pourrons résoudre le problème sans plus de malveillance. C'est terrible, vous savez, quand la suspicion persiste. Tellement corrosif. L'inspectrice, qui croyait à demi penser que son intérêt se résumait à des agitations villageoises, accepta. Ainsi, par un après-midi chaud, le salon du presbytère vit se rassembler un groupe inattendu, Eleanor Drake, pâle et nerveuse, le médaillon serré à nouveau dans sa main Madame Bartlett et Madame Price, toutes deux avides de théâtre Lady Hargreaves, soucieuses de voir sa réputation restaurer la jeune Lucy Barton, tremblante mais déterminée, et Thomas Briggs, pâle de sa blessure, escorté par le docteur Hayward. L'inspecteur Cray présidait, sévère et confiant, tandis que mademoiselle Marple était assise tranquillement près de la fenêtre, ses aiguilles luisant faiblement dans la lumière. La réunion a débuté par la déclaration ferme de l'inspecteur. Les preuves sont claires. Briggs avait un mobile et une opportunité. Il a été aperçu près des lieux du crime, le médaillon a été retrouvé, et son tempérament querelleur est préjudiciable. À moins que de nouveaux faits ne soient révélés, je porterai plainte. Un murmure s'éleva parmi les invités. Thomas rougit, les poings serrés sur ses genoux. Madame Bartlett hocha la tête solennellement, et Madame Price laissa échapper un léger reniflement triomphant. Eleanor Drake reste figée, les yeux rivés au sol. C'est alors que Miss Marple prend la parole, d'une voix douce mais porteuse. « Si vous me le permettez, inspecteur, nous pourrions peut-être envisager les choses sous un autre angle. Je ne pense pas que le jeune Thomas soit coupable. En fait, je crois qu'il a vu quelque chose de très important, quelque chose qui confirme le récit d'un autre témoin. » L'inspecteur Cray fronça les sourcils. « Et qu'est-ce que c'était ?» Thomas jeta un regard incertain à Miss Marple, puis parla à voix basse. « J'ai vu un homme s'éclipser lorsque Madame Drake a crié. Un grand gaillard, avec une cicatrice sur la joue. Il n'était pas du village. » Lucy Barton haleta et hocha la tête avec empressement. « C'est l'homme que j'ai vu avec Madame Drake près du cimetière. Ils se disputaient. Elle semblait effrayée. Tous les regards se tournèrent vers Eleanor. Ses mains tremblaient visiblement, et le médaillon tremblait dans sa main.
Elle ouvrit la bouche pour nier, mais aucun mot ne sortit. Le silence qui suivit fut plus accablant que n'importe quel cri. Les aiguilles styles de Miss Marple claquèrent doucement. Voyez-vous, inspecteur, de jeunes gens qui n'avaient aucune raison de s'entendre racontent la même histoire. Un inconnu avec une cicatrice. Madame Drake, pourriez-vous m'expliquer ? Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, murmura Eleanor. Je n'ai parlé à personne. C'est de l'imagination. Mais sa voix manquait de conviction, et ses yeux se portèrent comme auparavant sur la cheminée, où se trouvait habituellement la photo de son défunt mari. Elle n'y était pas aujourd'hui, retirée, peut-être volontairement. Miss Marple se pencha en avant, l'air bienveillant, presque désolé. « Vous savez, ma chère, le rouge à lèvres est une chose gênante. Il laisse des traces. Sur les mouchoirs, par exemple. On m'en a montré un le lendemain de la fête, brodé d'un E, curieusement taché de rouge, bien que vous n'en ayez pas l'habitude. Je me suis posé la question. Et puis, tout à fait par hasard, j'ai aperçu un petit pot de poudre sur le rebord de votre fenêtre, tellement facile à renverser à la hâte. » Le visage d'Eleanor était décoloré. Madame Bartlett haleta. Madame Price se pencha en avant, les yeux pétillants. L'inspecteur parut perplexe. « Pourquoi parler de rouge, Miss Marple ?» demanda-t-il. « Parce que, » répondit doucement Miss Marple, « cela nous en dit long sur l'identité. Qui était censé être blâmé et qui était vraiment là. Du rouge sur un mouchoir marqué d'un nœud destiné à désigner Madame Drake, peut-être, mais plus probablement appartenant à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui souhaitait que les soupçons soient écartés. Son regard se porta discrètement sur Madame Price, qui rougit, puis sur Eleanor, qui semblait au bord de l'évanouissement. Mais le plus important encore, poursuivit Miss Marple, était ce que contenait le médaillon. Je suis convaincu qu'il a été pris non pas pour sa valeur monétaire, qui est minime, mais parce qu'il cachait une vérité. Et c'est cette vérité que Madame Drake craint tant qu'elle ne soit révélée. La pièce était absolument silencieuse. Les mains d'Eleanor tremblaient violemment, et le médaillon lui échappa enfin des mains, tombant au sol avec un léger fracas. Elle ne fait aucun effort pour le récupérer. Elle enfouit son visage dans ses mains, un sanglot étouffé s'échappant de ses lèvres. Miss Marple plie son tricot avec un calme délibéré. « Je pense, inspecteur, qu'avant de poursuivre le pauvre Thomas Briggs, il serait sage d'ouvrir ce médaillon, car c'est là que réside la clé de tout. » L'inspecteur se pencha, ramassa le bibelot et examina son verre brisé. L'homme se pencha en avant tandis qu'il l'ouvrait avec difficulté. À l'intérieur se trouvait une photographie, décolorée mais suffisamment nette, du visage de l'homme balafré, dont les traits étaient reconnaissables entre mille. Il ne s'agissait pas du mari d'Eleanor, comme beaucoup l'avaient supposé, mais d'un tout autre homme. Un hoquet collectif parcourt la pièce. Les sanglots d'Eleanor s'intensifièrent, et son fragile sang-froid semble se briser. L'inspecteur se tourna vers Miss Marple, l'air stupéfait. « Qui est-il » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Voilà, inspecteur, la question qui explique tout. Et je crois que Madame Drake doit y répondre. » Eleanor releva lentement la tête, les yeux rouges et creux. « C'était mon mari, murmura-t-elle d'une voix rauque. Pas celui que vous connaissiez tous. Un autre, un premier mari, un homme que j'essayais d'oublier, un homme qui aurait dû être mort. » Des murmures de stupeur s'élevèrent dans la salle. Miss Marple, cependant, demeura calme. Elle n'en attendait pas moins. Pourtant, il restait encore beaucoup à dire, et elle savait que la vérité ultime et douloureuse n'avait pas encore été dite. Elle viendrait, comme toujours, lorsque le cœur humain ne pourrait plus supporter son fardeau. Le silence qui suivit la confession d'Eleanor Drake fut pesant, comme si les murs du presbytère eux-mêmes reculaient devant la révélation. Madame Bartlett pressa une main sur sa poitrine, les yeux écarquillés par le frisson du scandale. Madame Price pinça les lèvres si fort qu'aucun son ne s'en échappa, bien que ses yeux brillèrent de satisfaction. Lady Hargreaves laissa échapper un léger cri de surprise. Seule Mademoiselle Marple resta calme, les mains soigneusement jointes sur son tricot, son expression exprimant une sympathie discrète plutôt que le triomphe. L'inspecteur Cray s'éclaircit la gorge, visiblement déconcerté. « Un autre mari, Madame Drake ? Que voulez-vous dire par là ? Vous avez été présentée au village comme la veuve de M. Charles Drake. C'est exact, n'est-ce pas ?» Les mains d'Eleanor tremblaient, tandis qu'elle agrippait l'accoudoir de son fauteuil. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, n'était guère plus qu'un murmure. « Charles Drake était mon second mari. Respectable, gentil, généreux, tout ce que mon premier n'était pas. J'espérais que cette partie de ma vie était derrière moi. Mais il semble qu'on ne puisse pas aussi facilement enterrer le passé. » Miss Marple inclina doucement la tête.
Il est très difficile d'y échapper, ma chère. La nature humaine s'accroche à ce qu'elle craint le plus, même lorsque le monde semble prêt à oublier. Et si je ne me trompe pas, le médaillon était votre tentative désespérée de garder ce passé secret, caché derrière une vitre, là où personne ne pourrait le fouiller. Le visage de Eleanor se décomposa. Elle hocha faiblement la tête. Oui, la photo est celle de mon premier mari, Henry Wilton, un homme au tempérament violent. Il buvait, jouait, me menaçait souvent. Je le croyais mort. On m'a dit qu'il s'était noyé dans un accident de bateau. Des années plus tard, j'ai rencontré Charles, qui m'a sauvé d'une vie de peur. Je me croyais en sécurité. Mais sa voix s'est brisée. J'ai revu Henry, ici, au village. Un hoquet collectif parcourt la pièce. Lucy Barton serra la manche de Miss Marple pour la réconforter. Thomas Briggs la fixa, incrédule. Même l'inspecteur Cray, pourtant peu enclin à se laisser perturber, parut interloqué. « Vous l'avez vu? Vivant ?» Eleanor frissonna. La veille de la garden party, il vint me trouver dans le cimetière, comme Lucy l'avait dit. Il dit qu'il n'était jamais mort, qu'il m'avait observé toutes ces années. Il exigea de l'argent, sinon il révélerait au monde que j'étais toujours sa femme, que mon mariage avec Charles était illégal, que j'avais vécu dans le mensonge. J'étais terrifié à l'idée que tout soit gâché, que la mémoire de Charles soit souillée, que le village me méprise. Alors je lui ai donné le médaillon. Je me suis dit que s'il l'avait, peut-être me laisserait en paix. L'inspecteur se pencha brusquement. « Vous le lui avez donné de bon gré ?» Les lèvres d'Eleanor tremblaient. Je la lui ai serrée dans la main, désespérée. Mais plus tard dans la soirée, il est revenu, plus insistant. Il en a exigé davantage. Et puis, à la garden party, il a dû essayer de la reprendre. Je me souviens de l'attraction, de la chaîne qui s'est brisée. J'ai cru m'évanouir sous le choc, mais quand j'ai repris connaissance, elle avait disparu. Et j'ai su alors qu'il ne s'arrêterait pas avant de m'avoir détruite. Le regard de Miss Marple s'adoucit, mais son ton resta ferme. Ce n'était pas Henry qui avait pris le médaillon à la fête, ma chère. Tu le lui avais déjà donné. Ce que tu sentais n'était pas sa main, mais celle d'un autre qui cherchait à te faire taire, quelqu'un qui craignait ce que le médaillon pourrait révéler si d'autres l'ouvraient. Tous les regards se tournèrent brusquement à ces mots, mais Miss Marple poursuivit avec un calme absolu. Considérez l'étrange enchaînement des événements. Le mouchoir avait été retrouvé si commodément. Le rouge dessus, pourtant Madame Drake n'en portait jamais. La découverte soudaine du médaillon dans le jardin de Madame Price, pourtant disparu depuis des jours. Et le pauvre Thomas Briggs, terrassé après avoir mentionné l'homme balafré. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les tentatives délibérées d'un proche pour éveiller les soupçons. Madame Bartlett haleta bruyamment. « Vous parlez de quelqu'un du village ?»« Certainement, » dit doucement Miss Marple. « Quelqu'un qui connaissait le secret de Madame Drake et craignait qu'il ne soit dévoilé. Quelqu'un qui cherche à attirer l'attention d'abord sur Eleanor puis sur Thomas, tout en veillant à ce que la vérité reste cachée. La nature humaine, voyez-vous, est encline à se protéger, même lorsque les moyens deviennent désespérés. » L'inspecteur observa les visages. Mais qui, Miss Marple? Qui parmi eux frapperait un garçon, introduirait des preuves et perturberait le cours de la justice? Les aiguillades de Miss Marple claquèrent doucement. Ça, l'inspecteur, je vais vous le montrer. Mais pas encore, car le cœur du problème réside non seulement dans l'identité des auteurs de ces actes, mais aussi dans leur motivation. Et tant que nous ne comprendrons pas toute la profondeur du retour d'Henry Wilton et l'emprise qu'il a exercée, nous ne pourrons y voir clair. Eleanor, la voix tremblante, reprit la parole. Il voulait plus que de l'argent. Il voulait que je parte avec lui. Il a dit que si je refusais, il révélerait tout. Je lui ai dit que je préférerais mourir. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Miss Marple lança un regard doux et bienveillant vers elle. Pourtant, il ne disparut pas. Il s'attarda suffisamment pour être vu par les autres. Assez pour effrayer la jeune Lucy, assez pour être aperçu par Thomas. Sa présence ici troublait plus que vous, Madame Drake, car il y en avait un autre qui le craignait aussi, assez pour prendre de terribles risques. La pièce était plongée dans un silence absolu. Madame Bartlett serrait si fort sa tasse de thé qu'elle s'entrechoque dans la soucoupe. Madame Price se pencha en avant, le souffle court. Thomas Briggs, pâle mais attentif, fixait Miss Marple comme s'il voulait qu'elle dise la vérité. L'inspecteur Cray s'agitait avec impatience, mais même lui semblait captivé par ses paroles. Miss Marple plia son tricot et le mit délicatement de côté. « Le moment est proche, inspecteur. Bientôt, le motif vous apparaîtra clairement. Mais avant de nommer le coupable, nous devons nous assurer d'en comprendre le véritable mobile.
car ce n'était pas seulement la cupidité, ni la jalousie, ni la malice qui motivaient ses actes. C'était de loin le mobile le plus ancien et le plus dangereux, et la peur, une fois semée, répand son poison à grande échelle. Ses yeux s'attardèrent, un à un, sur la compagnie. Demain soir, s'il vous plaît, retrouvons-nous ici. D'ici là, je crois que la vérité n'aura d'autre choix que de se révéler. Sur ces mots, Miss Marple se leva, petite silhouette frêle au milieu du silence pesant, son sang-froid inébranlable. Les autres restèrent à chuchoter, à spéculer, à redouter, jusqu'à ce qu'ils s'éloignent à leur tour. Mais Miss Marple savait que la prochaine réunion mettrait fin à l'affaire, car tous les fils étaient désormais entre ses mains, et il ne lui restait plus qu'à les renouer délicatement. Le lendemain soir, le salon du presbytère se remplit à nouveau de la compagnie inquiète de ceux qui étaient le plus impliqués dans l'affaire. Il y régnait une atmosphère de finalité, d'attente de l'inévitable. Lady Hargreaves s'agitait nerveusement avec son éventail, murmura Madame Bartlett à Madame Price, bien que les deux femmes paraissent aussi tendues que des écolières attendant leur jugement. Lucy Barton était assise, pâle mais résolue, à côté de sa mère. Eleanor Drake, fragile et tirée, serrait ses mains sur ses genoux, les yeux creusés d'effroi. Thomas Briggs, encore affaibli par sa blessure, était assis, raide, sur une chaise près du feu, le docteur Hayward à ses côtés. L'inspecteur Cray se tenait debout, les bras croisés, l'air réservé mais plein d'espoir. Miss Marple, petite et bien rangée dans son fauteuil près de la fenêtre, observait la compagnie avec son calme habituel. Son tricot reposait sur ses genoux, mais ses mains y reposaient encore. Une fois tout apaisée, elle prit la parole d'une voix douce mais claire. « Je vous remercie tous d'être venus. Ce genre de choses, voyez-vous, s'enveniment lorsqu'on les néglige, et les secrets qui s'enveniment, comme les mauvaises herbes dans un jardin, se propagent et étouffent tout ce qui est sain. Mieux vaut, je pense, les révéler au grand jour. » L'inspecteur s'agita avec impatience. « Alors, laissez-nous vous entendre, mademoiselle Marple. Vous avez dit hier que la vérité éclatera d'elle-même. J'espère que vous êtes prête à nommer les coupables. Dans un instant, inspecteur. Mais d'abord, rappelons-nous ce que nous savons. Un médaillon a disparu lors de la soirée de Lady Hargreaves. Les soupçons se sont d'abord portés sur Madame Drake elle-même, puis sur le jeune Thomas. Pourtant, tous deux, je crois, n'étaient que victimes des circonstances. Le médaillon n'avait pas une grande valeur monétaire. Sa valeur résidait dans ce qu'il contenait la photographie d'Henry Wilton, le premier mari de Madame Drake, longtemps considéré comme mort. Eleanor tressaillit à l'énoncé du nom, mais Miss Marple insista gentiment. Henry retourna à St. Mary Mead, exigeant de l'argent et menaçant de dénoncer ses actes. Madame Drake, désespérée, lui remit le médaillon, espérant ainsi l'apaiser. Mais ce médaillon devint plus qu'un souvenir. Il devint une preuve de son passé et une arme entre les mains de quiconque souhaitait la contrôler. Et ainsi, il devient le cœur de notre tragédie. Madame Bartlett haleta doucement. Madame Price renifla, mais son teint était devenu rouge de façon alarmante. « Ce qui est curieux, poursuit Miss Marple, c'est le mouchoir, brodé d'un, découvert si commodément près du treillis de rose, taché de rouge que Madame Drake n'utilisait jamais. J'ai d'abord cru qu'il avait été placé là pour l'impliquer, mais ensuite, je me suis demandé qui d'autre dans notre entourage utilise du rouge et a été prompte à détourner les soupçons d'elle-même. » Son regard se posa doucement sur Madame Price. La pièce se tourna vers elle. Les lèvres de Madame Price se lancent. « Qu'insinuez-vous, Miss Marple? Que tu étais là, près du treillis, et que tu y avais laissé tomber ton mouchoir en toute hâte. Craignant qu'il ne te trahisse, tu as brodé un « U », le faisant passer pour celui d'Éléanore. Et, alors que le soupçon persistait, tu as découvert le médaillon enterré dans ton propre jardin, si commodément, si publiquement. Pourtant, la terre qu'il recouvrait était humide et fraîche, et non la terre sèche qu'elle aurait été s'il était resté là depuis la fête. Il avait été placé là très récemment, pour piéger encore davantage le jeune Thomas. Un murmure de stupeur parcourt la pièce. Madame Bartlett resta bouche bée. Lucie serra la main de sa mère. L'inspecteur fronça les sourcils, ses yeux se fixant sur Madame Price. Madame Price se leva, le visage pâle. « Vous osez l'accuser? Pourquoi m'occuperais-je des affaires d'Eleanor Drake? Qu'est-ce que j'y gagnerais ?» La voix de Miss Marple était douce, presque triste. « Car, ma chère, Henry Wilton ne vous était pas inconnu. Vous le connaissez bien. En fait, je crois même que vous aviez esté sa compagne à une époque moins honorable. Vous craignez que son retour ne révèle non seulement Madame Drake, mais aussi vous-même,
votre lien avec lui, vos propres indiscrétions passées. Lorsque Thomas vit l'homme balafré s'éloigner, vous paniquez. Vous suiviez Henry, vous l'affrontez. Dans cette dispute, vous l'avez terrassé. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Eleanor poussa un cri étranglé. L'inspecteur Cray haussa les sourcils. « Frappé? Vous voulez dire que Wilton est mort ?» Miss Marple inclina la tête. « Oui, inspecteur. Vous le trouverez non loin du chemin désaffecté de la carrière, hâtivement recouvert de branches. » Madame Price pensait qu'en le réduisant au silence, elle avait fait taire le passé. Mais elle craignait toujours le médaillon. S'il était trouvé chez lui, des questions seraient posées. Elle le prit donc, puis fit en sorte qu'il soit découvert plus tard dans son jardin, afin de détourner les soupçons. Madame Price tremblait, son regard allant d'un visage à l'autre. Des mensonges! Que des mensonges! La voix de Miss Marple reste posée. La nature humaine, ma chère, est remarquablement constante. Menacée, elle cherche à se protéger. Vous craignez plus que quiconque la dénonciation de Henry Wilton. Vous avez dissimulé les preuves, vous avez frappé le garçon lorsqu'il a parlé de l'homme balafré, et vous avez tenté de faire croire que c'était la honte d'Éléanor seule. Mais la peur, comme le phare, laisse des traces. À ces mots, Madame Price perdit contenance. Elle se laissa retomber sur sa chaise, les mains sur son visage. Un sanglot étouffé lui échappa, et la vérité était évidente. L'inspecteur Cray, désormais sérieux et efficace, s'avança et posa une main ferme sur son épaule. « Je m'en occupe, » dit-il d'un ton lourd. L'assemblée resta assise dans un silence stupéfait, tandis que Madame Price était emmenée. Eleanor Drake pleurait doucement, le poids de son secret enfin levé, malgré un prix terrible. Thomas Briggs, pâle mais justifié, regarda Miss Marple avec une sorte de révérence. Lady Hargreaves tressaillit, bouleversée, par le scandale qui avait éclaté dans son salon. Madame Bartlett, bien que terrifiée, ne put s'empêcher de murmurer l'histoire à voix haute, comme pour se préparer à la raconter à d'autres. Lucy Barton se serra contre sa mère, ses grands yeux emplis à la fois de peur et d'admiration pour la vieille dame qui avait révélé la vérité. Enfin, Miss Marple se leva et rassembla son tricot. Sa voix était douce, pensive. C'est toujours pareil, vous savez. Les petites choses nous trahissent. Une tache de rouge, un mouchoir trop bien placé, une histoire répétée une fois de trop. La nature humaine ne change pas. La peur, l'orgueil, l'envie, voilà les racines de telles tragédies, et il en a toujours été ainsi. Elle quitta le presbytère en silence, sa silhouette frêle disparaissant dans le chemin du soir. Derrière elle, le village de St. Mary Mead commença le lent retour à son rythme habituel, bien que désormais empreint d'inquiétude, car nul ne pouvait oublier la rapidité avec laquelle les secrets s'étaient transformés en sang. Mais Miss Marple, rentrant chez elle sous la lumière déclinante, ne ressentait qu'une douce tristesse. Une autre énigme avait été résolue, une autre vérité révélée, un autre rappel que sous les haies silencieuses d'Angleterre, les cœurs humains n'étaient jamais aussi simples qu'ils le semblaient.